Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de la Minute Pédagogique et de la saison 2011-2012 du Phénix. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du spectacle mis en scène par Olivier Bénézek, une adaptation de l'opéra de Benjamin Britten, lui-même adapté du roman fantastique de Henry James, à savoir The Turn of the Screw, le tour d'écrou. Au sommaire aujourd'hui, je vous propose donc de voir quelques éléments sur Henry James et le tour d'écrou, afin que vous puissiez vous repérer par rapport à l'adaptation de Benjamin Britten et donc d'Olivier Bénézek. Dans un second temps, nous verrons quelques éléments concernant l'opéra de Benjamin Britten et le travail, bien entendu, d'Olivier Bénézek, la scénographie en l'occurrence. Et enfin, dans un troisième temps, comme d'habitude, je vous proposerai quelques pistes pédagogiques pour mieux apprécier le spectacle. Ainsi, qui est Henry James ? Alors, Henry James est un écrivain américain, naturalisé anglais en 1915. Alors, c'est un auteur issu d'une riche bourgeoisie qui va recevoir une éducation éclectique et qui va beaucoup voyager. Vous verrez que ça va influencer beaucoup d'œuvres qu'il écrira par la suite, puisque la plupart d'entre elles sont toujours caractérisées par une volonté de traduire quelque peu ces relations entre Amérique, donc États-Unis en particulier, et l'Europe. Alors, en dehors de cela, ce qu'il faut savoir aussi d'Henry James, c'est que, bien évidemment, ayant voyagé beaucoup, même en France, il est un grand lecteur de Balzac, de Mérimée, de George Sand, aussi de George Eliot, par exemple, mais c'est surtout le romancier Nathaniel Hawthorne qui l'inspirera. Alors justement, durant ses voyages, il fréquente à Paris Tourguenieff, qui lui inspirera d'ailleurs, ou qui l'influencera en tout cas beaucoup, sur sa vision même du personnage, la place du personnage au niveau de l'intrigue, par rapport à l'intrigue. Alors, ces ouvrages, je le disais tout à l'heure, évoquaient beaucoup les États-Unis, l'Europe, dans un dialogue perpétuel entre différentes cultures. On peut le voir d'ailleurs dans des œuvres comme The Ambassadors, ou encore dans une œuvre comme The Europeans, ou encore Washington Square. Alors, toutes ces œuvres-là qui s'articulent bien entendu autour de ce dialogue entre les cultures ne se retrouvent pas dans l'œuvre qui nous concerne particulièrement, à savoir le Tour d'écrou. En effet, dans le Tour d'écrou, Henry James s'intéresse beaucoup plus au domaine de l'invisible. On n'est plus dans ce dialogue donc États-Unis, Amérique et Europe. Il va s'intéresser au domaine de l'invisible, sans doute parce qu'il est lui-même marqué par des anecdotes d'enfance, des événements d'enfance, à savoir son père qui était victime d'une crise hallucinatoire dans la maison familiale, sa sœur qui est elle-même névrosée, ou encore son frère qui a aussi connu ces moments d'effroi. Alors, le Tour d'écrou se fait un peu le foyer un peu de ces névroses en soi, et qui va donner force, bien évidemment, à la thématique du surnaturel. Intéressons-nous donc de plus près à l'œuvre Le Tour d'écrou, The Turn of the Screw, roman fantastique. Alors, publié en 1898, le Tour d'écrou s'ouvre sur une mise en abîme. Un narrateur anonyme nous raconte comment une histoire fantastique lui a été racontée à lui et un groupe d'amis par un personnage nommé Douglas, qui est en contact direct avec le témoin des faits. Donc ce témoin, une narratrice dont on ne connaît le nom, donc va raconter sa vie dans le domaine de Bly, la maison de Bly, dans laquelle elle va être engagée pour être la gouvernante et en charge de l'éducation de deux enfants, des deux neveux du riche homme qui l'a engagé, à savoir Miles et Flora. Donc cette narratrice sans nom devient donc gouvernante du domaine de Bly des deux enfants évoqués par ailleurs, et tout à coup s'impose devant elle des hallucinations, des apparitions qui vont semer le doute dans son esprit et lui donner à penser que les enfants sont persécutés par les esprits d'un ancien domestique et d'une ancienne gouvernante, à savoir Peter Quint et Miss Jessel. Et donc c'est là qu'est tout l'intérêt du titre même de l'œuvre, puisque le tour d'écrou renvoie en anglais à l'expression to turn the screw, c'est-à-dire exercer une pression morale, tourner la vis, exercer une pression morale. Donc on voit à quel point l'œuvre va avoir pour objectif justement de comprimer, de compresser au maximum l'esprit même du lecteur et en même temps du personnage en tant que tel. Et justement, et c'est là que réside le fantastique, par l'irruption du surnaturel dans le réel, c'est voir si le personnage principal, la gouvernante, est névrosé ou si les apparitions sont réelles. Cette première partie de la minute pédagogique s'intéressait donc à Henry James et à son œuvre. Bien entendu, le spectacle proposé par Olivier Bénézek ne concerne pas directement le Tour d'écrou en tant que roman fantastique, mais concerne plus précisément l'adaptation par Benjamin Britten, qui a adapté donc le roman en opéra. Je vous propose donc maintenant de nous attacher à Benjamin Britten, son opéra, et à la scénographie proposée par Olivier Bénézek. Alors, qui est Benjamin Britten ? Benjamin Britten, compositeur britannique, né en 1913, mort en 1976, a intégré à l'âge de 16 ans la Royal College of Music de Londres. Alors, il composa déjà la Fantasy Quartet opus 2 et les variations vocales A Boy Was Born. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, par ailleurs, de Benjamin Britten, c'est qu'il s'est imprégné de grands artistes, tels que les Élisabéthains, Verdi, Mahler, Debussy ou encore Berg. Il s'est imprégné de ces artistes, mais est parvenu à s'en détacher pour trouver sa propre voix, pour créer de manière beaucoup plus originale. Alors,
Il a consacré la majeure partie de son œuvre au théâtre lyrique, avec notamment Peter Grimes en 1945, ou encore Le viol de Lucrèce, Albert Herring, ou encore, dernièrement, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, The Turn of the Screw. Il est aussi l'auteur d'œuvres symphoniques où se manifeste d'ailleurs une vive originalité et un élan lyrique, avec notamment les variations sur un thème de Frank Bridge. Alors enfin, peut-être est-il nécessaire de souligner aussi qu'il a créé en 1947 l'English Opera Group, donc sa propre compagnie, avec laquelle il affirme une prédilection pour les œuvres qui conjuguent justement la polyphonie et la construction orchestrale. Alors Benjamin Britten est donc un auteur qui s'intéresse à beaucoup de choses, et s'il a choisi The Turn of the Screw d'Henry James, c'est parce qu'il a été fasciné par cette pièce dès l'âge de 18 ans, par ce roman, dès l'âge de 18 ans. Alors pourquoi est-ce que Benjamin Britten a monté The Turn of the Screw d'Henry James? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit simplement d'une commande passée par la Biennale de musique contemporaine de Venise en 1953, puisqu'effectivement, elle désirait présenter un spectacle à la Fenice. Alors bien évidemment, je ne peux analyser avec vous tout le système, le travail musical de cet opéra, puisque ce n'est pas ma matière, et bien évidemment, et que je ne peux vous donner de plus amples précisions. Je vous invite à voir le travail fait par Jean-François Boukosba dans l'édition du Tour d'écrou du livret, dans les éditions L'Avant-Scène Opéra. Et là, vous verrez que vous avez plein d'éléments pour analyser correctement l'opéra en tant que tel, si vous désirez vous attacher plus particulièrement à la musique, aux instruments et au travail de partition élaboré. Vous imaginez bien que Benjamin Britten n'est pas le seul à avoir travaillé sur le texte d'Henry James. En effet, c'est Manfred Piper qui adaptera le texte d'Henry James pour proposer un livret qui puisse permettre à l'œuvre d'être montée en opéra. Alors, les choix de Manfred Piper sont très simples. Elle a cherché à condenser cette pièce dont l'écriture est déjà en soi très resserrée, avec un style qui permet à l'auteur de nous propulser très progressivement, de nous emmener progressivement dans cet univers fantastique. Alors pour ce faire, elle a structuré l'œuvre de telle manière à ce qu'il y ait donc 2 actes comportant chacun 8 scènes, chaque scène ayant un titre qui reprend un élément de l'histoire. Alors parmi ces titres, je vais peut-être vous les énumérer si vous désirez, nous avons pour l'acte 1 le voyage, la bienvenue, ensuite la lettre, la tour, la fenêtre, la leçon, le lac, la nuit. Alors tous des thèmes comme ça qui évoquent, qui sont des mots-clés un peu de la péripétie. Dans l'acte 2, nous avons colloque et soliloque, les cloches, Miss Jessel, la chambre, Quint, qui est donc le domestique, le piano, Flora et Miles, donc l'opéra se terminant sur le nom des 2 enfants. Alors, de même, ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est que le tout début de l'œuvre d'Henry James est ici remplacé par un prologue dans le livret, puis un prologue dans lequel en fait, le narrateur arrive au début de l'opéra. Le rideau est baissé évidemment, donc le narrateur intervient et évoque la situation. C'est-à-dire qu'on a donc cette narratrice qui cherche du travail, elle rencontre le riche homme et là elle accepte le rôle qui lui est donné. Alors cette adaptation de Manfred Piper et de Benjamin Britten va toutefois faire quelques modifications par rapport au texte d'Henry James, qui pourront avoir ou non un impact sur l'ensemble de la compréhension. En effet, si dans l'œuvre d'Henry James, le domestique et l'ancienne gouvernante décédée, à savoir Miss Jessel et Peter Quint, n'apparaissent qu'à travers le regard, la focalisation, donc le regard du personnage principal de la gouvernante, dans l'opéra, ce n'est pas vraiment la même chose, puisque vous avez ces 2 fantômes qui sont incarnés, par des acteurs d'une part, mais aussi par la parole. C'est-à-dire que cette fois-ci, Manfred Piper donne la parole à ces fantômes, et donc là, on pourra effectivement voir après dans les pistes pédagogiques que ça a un impact particulier et que ça mérite d'être étudié. Alors cette adaptation en opéra de l'œuvre de Henry James a bien entendu été mise en scène de nombreuses fois. Alors tout à l'heure, nous évoquions la mise en scène de Basil Coleman en 1954 pour Benjamin Britten. Il s'agissait d'une mise en scène qui incarnait véritablement, qui donnait véritablement une vision dichotomique de l'œuvre d'Henry James. Nous avions d'une part le bien et le mal, le bien avec la gouvernante qui incarnait vraiment l'innocence, et d'autre part le mal incarné par les fantômes. Alors, les mises en scène suivantes sont un peu plus nuancées, eu égard d'ailleurs à la dimension fantastique de l'œuvre initiale, puisque la mise en scène d'Anthony Bech en 1970 va proposer une approche qui va signifier l'ambiguïté inhérente à l'œuvre, celle qui consiste à penser que, somme toute, ce n'est peut-être pas qu'il n'y a peut-être pas d'apparition en soi, que c'est justement cette gouvernante qui incarne a priori le bien, qui est victime d'hallucinations et qui est elle-même peut-être névrosée. C'est-à-dire que peut-être que c'est elle, somme toute, qui amène le mal dans le domaine de Bly et non le mal qui est déjà en place dans l'espace qui lui est confié. Ensuite, vous avez aussi une mise en scène en 1980 de Jonathan Miller,
Alors, mise en scène intéressante aussi parce que là, on a un dispositif scénographique tout à fait intéressant avec notamment des grands panneaux d'aluminium qui vont permettre la projection d'images et donc aussi une sorte de perte des repères pour le spectateur. Et donc là, on rejoint encore une fois la dimension fantastique de l'œuvre qui, par définition, hein, puisque fantastique, crée cette tension entre le réel et l'irréel, entre le naturel et le surnaturel. Et enfin, vous avez aussi une mise en scène de Luc Bondy en 2001, qui va lui aussi imposer un immense dispositif scénique assez oppressant, et une dernière mise en scène aussi de Frédéric Reuels, qui va s'imposer, pour reprendre ces mots, comme une cérémonie de l'innocence. Alors le metteur en scène qui va de nouveau se confronter à cette œuvre de Henry James, et donc à l'adaptation par Manfred Piper et Benjamin Britten, n'est autre que Olivier Bénézek. Alors, Olivier Bénézek a fait une licence de lettres modernes. Après cette licence de lettres modernes, il fait un BTS en régie et administration à l'École nationale des arts et techniques du théâtre, pour ensuite faire une maîtrise d'études théâtrales sur la dramaturgie dans les œuvres musicales. C'est alors qu'il va poursuivre ses études sur un DEA sur la formation des acteurs, chanteurs en France, pour enfin entrer à l'IESA, l'Institut d'études supérieures des arts, pour la gestion de projets culturels. On voit un personnage qui s'intéresse effectivement bien entendu à l'art, à la musique et au théâtre, aux arts en général, et c'est en cela qu'il est intéressant de savoir que ce metteur en scène va exercer son travail de metteur en scène et d'animateur en s'attachant à tout type de répertoire, et notamment au répertoire d'opéra depuis 1990. Alors il fonde sa propre compagnie en 1988, puis dans le répertoire d'opéra, je le disais à l'instant, de plus en plus, avec notamment un Boris Godunov, le Don Giovanni de Mozart, ou encore Péléas et Mélisande de Debussy, et enfin les Mamelles de Tirésias. Alors, il est intéressant de voir que dans son travail, systématiquement, il va travailler sur les relations, et de plus en plus d'ailleurs, entre le théâtre et la musique. Intéressons-nous donc de plus près à la mise en scène et la scénographie proposée par Olivier Bénézek. Alors, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que Olivier Bénézek, dans sa note d'intention, va évoquer sa volonté de quitter un peu la tradition, si je puis dire, qui a souvent confiné l'œuvre de Britten dans une même perspective. En effet, il écrit dans sa note d'intention, je cite, « Loin de nous l'idée de maintenir l'opéra de Britten dans l'univers puritain des années victoriennes, ou celui du puritanisme hypocrite des années 50. Nous verrons comment rendre perceptibles ces troubles de l'esprit aux générations contemporaines, capables d'être en règle avec elles-mêmes, mais souvent en apparence seulement. » On voit effectivement que son souci, c'est de réactualiser, somme toute, l'œuvre de Britten, de manière à ce qu'elle réponde un peu, ou qu'elle se fasse écho et reflet de la situation actuelle, en tout cas des générations qui nous concernent très directement, des générations toujours vivantes. C'est-à-dire que le texte n'est plus ancré dans les années 50, date de sa création. Alors, pour donner force à son intention, Olivier Bénézek va choisir une scénographie particulière extrêmement dépouillée. C'est-à-dire que vous allez avoir donc cette grande scène qui va être encadrée par deux grandes tulles sur lesquelles il va pouvoir projeter les différents décors qui composent l'œuvre. Effectivement, il y a beaucoup trop de décors pour pouvoir prétendre à un quelconque réalisme. Il va donc s'attacher par ses projections, à recréer la forêt, recréer le lac, recréer aussi l'intérieur de la maison avec une grande tapisserie anglaise, ou encore la fenêtre par laquelle la gouvernante verra l'apparition de Peter Quint. Alors ensuite, dans cette mise en scène toujours, vous allez pouvoir voir parfois un jeu sur les objets, des objets très rares dans la mise en scène. Vous aurez notamment deux petites tables d'écolier, vous allez avoir un cheval jouet rouge qui ressortira dans cet immense espace. Vous allez avoir deux lits aussi suspendus, deux lits qui vont, encore une fois, incarner l'univers des enfants. Et toute cette scénographie va en tout cas essayer de cultiver au maximum cette idée de surnaturel, cette idée d'ambiguïté plutôt, qui fait la force du fantastique. Ainsi, pour cette scénographie très british, Olivier Bénézek fait appel au scénographe Alain Lagarde. Alors, vous allez voir d'ailleurs que dans le spectacle, les costumes proposés par le costumier Frédéric Olivier vont mettre en relief cet aspect british et en même temps donner force un peu à cette ambiance aussi de l'œuvre d'Henry James. Ensuite, vous avez aussi pour les jeux de lumière, bien entendu, Xavier Lowers, qui va donc faire en sorte que les lumières soient toujours en cohérence avec la musique et avec l'esprit que veut véhiculer Olivier Bénézek dans sa mise en scène. Par ailleurs, pour cette mise en scène du Tour d'écrou, Olivier Bénézek fait appel à l'orchestre atelier Ostinato dirigé par Jean-Luc Tingot. Sur scène, les interprètes, alors d'abord un ténor, à savoir David Curie, lequel a été formé à Londres à la Royal Academy of Music, puis à la London Royal Schools Opera, et enfin à la National Opera Studio. À ses côtés aussi Chantal Stanton Jeffrey, qui est soprano, mais aussi Ariana Vafadari, qui est mezzo-soprano, et enfin Lisa Vinanen, qui est soprano.
Alors vous verrez qu'après, il est intéressant de préciser avec vos élèves la qualité, en tout cas, de chaque interprète par rapport à sa tessiture, à sa voix, puisque chaque voix va correspondre aussi, somme toute, à l'intensité dramatique et en même temps à ce qu'on veut dégager, en tout cas, des différents personnages. Et bien après avoir passé en revue tous ces éléments qui concernent l'œuvre d'Henry James et la scénographie, la mise en scène, l'adaptation par Benjamin Britten et Olivier Bénézek, je vous propose maintenant des pistes pédagogiques vous permettant de mieux apprécier le spectacle et de permettre à vos élèves d'affronter au mieux un genre auquel ils ne sont pas habitués, à savoir l'opéra. En effet, pourquoi ne pas travailler avec vos élèves très rapidement sur une histoire de l'opéra par une recherche au CDI ou une recherche personnelle, de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte aussi que l'opéra a une histoire, que l'opéra a évolué depuis les mises en scène, les textes de Molière tels que Le Malade imaginaire, lesquels étaient travaillés avec Lully notamment, et les textes actuels contemporains, qui partent d'ailleurs très souvent d'œuvres déjà connues parce qu'elles font partie du répertoire théâtral ou du répertoire romanesque, ici en l'occurrence répertoire romanesque. Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'une adaptation de l'œuvre romanesque, vous pouvez très bien aussi travailler sur une comparaison entre le texte de Henry James, extrait choisi bien évidemment, et le texte de Manfred Piper. Alors en effet, en travaillant sur le texte de Manfred Piper, vous allez vous rendre compte qu'effectivement il y a un dépouillement du texte initial, puisque je le disais tout à l'heure, l'écriture d'Henry James est extrêmement resserrée. On a affaire à une nouvelle, un roman, dans lequel l'écriture est tellement ramassée que le suspense jaillit à chaque ligne, de manière à ce que le lecteur puisse entrer très progressivement dans la dimension fantastique, sans se rendre compte s'il est dans la réalité ou s'il est dans le surnaturel, à l'instar du personnage d'ailleurs. Alors, lorsque vous faites cette comparaison entre le texte de Manfred Piper et de Henry James, vous pouvez par exemple prendre le prologue, qui va reprendre des éléments des premières pages de l'œuvre, ou alors les moments où le personnage principal, la gouvernante, fait face aux apparitions. Et là, peut-être que vous pouvez d'ailleurs partir sur un travail autour du fantastique à partir de 2 extraits choisis. Alors, au-delà de cette démarche analytique et comparative des 2 textes, celui de Manfred Piper et de Henry James, vous pouvez aussi travailler avec le professeur d'anglais autour de l'œuvre d'Henry James, de manière à ce qu'on puisse aboutir à des travaux de traduction. Vous prenez des petits passages du texte, du livret de Manfred Piper, de manière à ce que l'élève puisse traduire. Vous verrez, les textes sont assez simples en soi à traduire, de toute façon globalement, afin qu'il puisse d'ailleurs assister à la représentation en anglais, sans avoir à céder en permanence du surtitrage. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi travailler sur le registre fantastique en tant que tel, puisqu'effectivement c'est un registre que l'on travaille assez souvent en classe du collège au lycée de toute façon. Alors de ce point de vue-là, vous pouvez vous reporter aux travaux, aux écrits notamment de Castex, qui écrit dans Le Conte fantastique en France, je cite, « Le fantastique se caractérise par une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle. Il est généralement lié aux états morbides de la conscience qui, dans les phénomènes de cauchemar ou de délire, projettent devant elle des images de ses angoisses ou de ses terreurs. » Je pense que permettre aux élèves d'affronter cette définition du fantastique à la lumière de ce qu'ils auront lu d'Henry James éventuellement et de la mise en scène proposée permettra véritablement d'ancrer dans leur esprit la définition exacte du fantastique et l'importance de l'ambiguïté dans les œuvres fantastiques qui est souvent mise à mal, puisque les élèves, vous savez, confondent souvent le fantastique avec le merveilleux. Les différentes pistes que je viens de vous proposer concernent véritablement le texte en tant que tel. Là, je vous propose aussi de travailler sur le spectacle et sur la scénographie et les choix des interprètes. En effet, vous imaginez bien qu'en tant qu'opéra, il faut aussi s'intéresser à la musique qui va accompagner les paroles. Alors, de ce point de vue-là, tout à l'heure, j'évoquais le fait que tel ou tel acteur était soprano, ténor ou autre. Il me semble très intéressant de voir avec vos élèves, lors de la représentation, et donc après, bien évidemment, en quoi le choix de l'interprète et de sa tessiture, etc., peut créer ou pas un effet eu égard à la force fantastique de l'œuvre initiale. C'est-à-dire que comment est-ce que le choix d'une voix peut contribuer aussi à donner une puissance différente ou un aura différent au texte proposé. Alors, et toujours dans cette même optique, on peut aussi se demander comment la musique va dialoguer avec les paroles. Comment est-ce qu'elles vont se créer? Tout à l'heure, j'évoquais au cours de la présentation, j'évoquais le fait qu'il y avait un thème, le thème de l'écrou, qui revenait de manière assez récurrente entre les différentes scènes. Interrogez vos élèves sur ces variations en s'intéressant par exemple aux différents instruments, à l'intérêt de la variation, s'intéresser aussi, pourquoi pas, aux différentes notes, pas précisément évidemment, mais aux différentes notes qui vont permettre de créer des effets différents et marquer ce tour d'écrou que j'évoquais, cette pression morale qui s'exerce progressivement sur les personnages et peut-être aussi sur le spectateur. Et c'est là qu'est l'intérêt aussi du fantastique, c'est semer le doute aussi dans l'esprit du spectateur.
Alors si vous désirez ne pas travailler sur la musique parce que ça demande des compétences particulières, le cas échéant, vous pouvez au moins travailler sur la scénographie du spectacle en demandant aux élèves comment la scénographie parvient à rendre compte de la dimension fantastique de l'œuvre. En effet, j'évoquais tout à l'heure la grande scène, j'évoquais les tuiles, j'évoquais le décor de manière extrêmement rapide parce qu'il s'agit d'un décor dépouillé de toute façon. À vous de voir avec vos élèves comment cette scénographie vient rendre compte, accompagnée de la musique, de cette dimension fantastique. Alors, aussi, ce que vous pouvez faire avec vos élèves, c'est vous intéresser peut-être par extrait aux premières adaptations filmiques, cette fois-ci, de l'œuvre d'Henry James. En effet, vous savez que s'il a été adapté en opéra, il a été aussi adapté en film par différents réalisateurs, avec notamment Les Innocents en 1961, avec Deborah Kerr. C'est un film réalisé par Jack Clayton. Et vous avez aussi un autre film intitulé Le Corrupteur, en anglais The Nightcomers, de Michael Winner en 1971. Plus récemment, vous avez un film aussi, The Others, avec Nicole Kidman, donc Les Autres pour le titre français, alors qu'il s'agit là d'une adaptation très lointaine, non avouée par le réalisateur, Alejandro Amenábar, mais dans lequel vous allez retrouver cette même thématique de l'enfermement dans un domaine avec une gouvernante, des enfants, des apparitions et une dimension fantastique vraiment poussée à son extrême pendant tout le long du film, dimension fantastique qui va vraiment accrocher le spectateur. Et bien voilà, c'en est terminé de cette deuxième minute pédagogique consacrée à la mise en scène d'Olivier Bénézek d'une adaptation de l'œuvre d'Henry James par Benjamin Britten. Alors, si vous désirez plus de renseignements sur cette mise en scène, je vous invite à m'écrire sur mon mail turquet@lephénix.fr. Alors, je vous rappelle toutefois que le livret figure en lien sous la vidéo de la minute pédagogique, afin que vous puissiez travailler avec vos élèves autour des textes en anglais et en français. Pour ce qui est de l'œuvre romanesque de Henry James, je vous invite donc à l'acquérir. Vous l'aurez dans l'édition livre de poche, avec une traduction de Janine Lévy. Et enfin, pour ce qui est des photos de la scénographie, vous les verrez sur la page du Phénix, le tour d'écrou, et vous pourrez donc les consulter avec vos élèves de manière à les analyser avant même le spectacle ou après pour revenir sur une analyse précise de ce qu'ils auront pu voir. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 20 octobre pour cette seule représentation du tour d'écrou et ce seul opéra de l'année au Phénix. Alors, n'hésitez pas à emmener vos élèves à ce spectacle, vous verrez que vous pourrez être surpris de la réaction de vos élèves. Et il me semble vraiment intéressant de les ouvrir à autre chose qu'au théâtre, dans la mesure où l'opéra est justement une association assez pertinente entre la musique, domaine que les élèves affectionnent particulièrement, et le théâtre. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.